Lando Norris a enregistré ce dimanche le plus gros écart entre le premier et le deuxième au drapeau à damier en 2024 en remportant le Grand Prix des Pays-Bas avec pas moins de 59,72 millions de minutes d'avance devant Max Verstappen. En enregistrant ici son premier hat-trick, je pense qu'il a envoyé un petit signal, que ce soit au reste du plateau et surtout un beau petit signal à lui-même qu'il était capable d'aller chercher des victoires et de faire cela en prenant son premier hat-trick de la saison avec un magnifique meilleur tour enregistré dans le dernier tour, le genre de truc que nous sortait occasionnellement un Verstappen ou un Hamilton quand ils étaient au pic de leur époque de domination. Quant à savoir si c'est un début d'ère de domination ou simplement un pic ponctuel de domination norrisienne, ça y est, c'est la première fois que je le dis, ça fait bizarre à prononcer, c'est quelque chose qu'on verra sur les prochains Grands Prix. On verra si les équipes vont être capables de rattraper ces améliorations apportées par McLaren ce week-end, qui semblait redoutable. Donc on verra ça plus tard dans la saison, mais en attendant, on va se concentrer sur le Grand Prix des Pays-Bas avec, pour commencer, comme habituellement, un petit regard stratégique sur la course. Une stratégie qui n'a pas été particulièrement marquante, tout le monde faisant du un arrêt, à quelques exceptions qu'on va regarder rapidement. Les deux Mercedes, pour George Russell, c'était apparemment une question de dégradation et puis simplement de grosses pertes de performance, ne semblant pas réussir à trouver de la performance dans les pneus durs. Et Lewis Hamilton, puisqu'il était sur une stratégie volontairement plus agressive, ayant eu quelques difficultés pour passer en Q3. Enfin, c'est pas qu'il a eu des difficultés, c'est qu'il l'a pas fait. Et on regarde plus bas dans le peloton, on a eu Yuki Tsunoda qui, naturellement, a été assez mécontent de cette stratégie qui n'a pas fonctionné. Et les deux Kick Sauber qui avaient une dégradation pneumatique assez exceptionnelle. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de vous faire des graphiques pour ce week-end, mais ça va être à noter pour le futur. On va préparer nos petits graphiques. Comme vous le voyez, on continue à apporter de nouvelles améliorations d'émission en émission. Et je vais même vous proposer de découvrir de nouveaux graphiques. Commençons avec le Formule Blabla Speed Trap Velocity Plus, qui nous montre les meilleures vitesses de pointe de ce Grand Prix. Alors naturellement, à prendre en compte qu'il y a des écarts de vitesse naturellement au Speed Trap assez conséquents, puisque il y a le DRS et également à quelques zones sur la ligne de départ arrivée. Donc les deux premiers cadres sur la gauche ont des écarts assez significatifs. Mais bon, ça nous permet notamment de constater quelques évidences, à savoir que déjà au niveau des kicks, on est très en difficulté et on notera que du côté des McLaren par exemple, pour les prendre en domination, on est pile bien comme il faut, à savoir sans être trop devant ni trop derrière, mais parfaitement équilibré de manière générale sur les 4 lignes de chronométrage. Donc voilà, c'est à noter peut-être à mettre en avant la bonne performance de la McLaren globalement en bout de ligne droite, à savoir qu'à chaque fois, si vous savez pas où sont placées ces 4 lignes, il y en a une à chaque partie la plus rapide de chaque secteur. Donc dans le secteur 1, on va la placer en bout de la plus longue ligne droite pour le secteur 2 et finish line, qui est donc la ligne de départ-arrivée, et le speed trap qui est généralement placé à l'endroit le plus rapide du circuit, là où on a les plus hautes vitesses de pointe sur le tracé. Donc à Zandvoort, c'est au bout de la ligne droite principale. On voit Carlos Sainz qui nous a tapé une petite pointe à 335 km/h, soit 5 km/h plus vite que Lewis Hamilton. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça a été enregistré le tour où justement il est allé chercher Pierre Gasly. Très belle lutte entre les deux au passage, je me permets de le souligner, qui a permis de nous remontrer un peu la beauté du tracé de Zandvoort, à défaut de nous avoir également rappelé à quel point ce tracé était dangereux. Et on va également découvrir le Formule Blabla Sector Inside Explorer, qui nous montre les meilleurs secteurs de chaque pilote, enfin de chaque secteur par pilote sur l'ensemble du Grand Prix. À défaut de pouvoir vraiment tirer une constance, ça nous permet de voir une certaine hiérarchie, même si il ne faut pas oublier encore une fois de prendre en compte que par exemple les kicks ont peut-être été étrangement rapides, mais qu'ils ont fait 2 arrêts, donc peut-être qu'en fin de course ils avaient des pneus plus performants pour être simplement plus rapides. Et à nouveau souligner Charles Leclerc qui a fait quelques une très bonne course de manière générale, mais on va y revenir un petit peu plus tard quand on parlera des deux Ferrari. Comme je le disais, un week-end parfait pour Lando Norris qui a totalement dominé le plateau et même son coéquipier ce week-end, avec une demi-seconde sur leur meilleur temps en qualification et avec à peu près le même écart en course, avec le meilleur tour qu'il a encore une fois enregistré en toute fin de Grand Prix. On notera du coup que Oscar Piastri a été relativement en difficulté. Pour être honnête, je pense pas que c'est à mettre au discrédit particulier de Piastri sur ce week-end. Enfin,
J'arrive pas à trouver les bons mots, mais ce que je cherche à dire, c'est particulièrement que ce week-end me semble refléter plutôt bien la dynamique qu'il y a chez McLaren en général depuis cette saison et naturellement depuis la saison précédente, à savoir que il y a quelques week-ends où exceptionnellement Piastri va être très proche de Norris, mais que dans la globalité, il a du mal à suivre son coéquipier. Autant en qualification, il avait réussi à se rapprocher, mais il avait du mal sur les rythmes de course dans leur globalité. Là, ça a été particulièrement marqué, et surtout, ça a été particulièrement marqué parce qu'il s'est retrouvé coincé derrière Charles Leclerc après son second arrêt. Enfin, son premier et unique arrêt, pardon, je veux dire. C'est donc à mettre, il faut le dire à son discrédit, de ne pas avoir été capable d'aller dépasser une Ferrari, alors que, on ose espérer que chez McLaren, ils devaient s'attendre à faire le doublé avec la performance qu'ils avaient, et que du coup, la 4e place au drapeau à damier de Piastri peut être fortement décevante, à mettre du coup au crédit naturellement de Verstappen et de Leclerc, mais particulièrement, petite dédicace à Ferrari qui a donné un très très bon coup stratégique à Charles Leclerc pour justement faire undercut sur tous les pilotes qu'il y avait devant lui, et également à Leclerc pour justement avoir réussi parfaitement cette stratégie. Mais dans tous les cas, ça ne l'a pas aidé. On a essayé de laisser Piastri plus longtemps en piste, justement pour essayer de peut-être maximiser des pneus plus performants sur la fin de course, mais ça n'a jamais réussi. Et j'aurais assez peu à ajouter, puisque Lando, à défaut d'avoir réussi à prendre un bon envol, là c'est peut-être inquiétant pour les McLaren, parce que j'ai l'impression que, c'est plus une impression, c'est un fait depuis plusieurs courses, c'est assez notable qu'elles ont un peu du mal à s'envoler. Après, vaut mieux perdre la première place au départ et la récupérer à l'arrivée que le contraire. Donc c'est pas réjouissant si on est sur des grands prix où la concurrence sera plus proche, comme ça a pu être le cas à d'autres occasions cette saison. Les deux McLaren ont pas mal du coup patiné au départ, ce qui a eu un effet de chaîne derrière, avec Perez et Alonso qui se sont retrouvés un petit peu bloqués et qui ont du coup perdu des places au départ. Je pense que Max Verstappen pouvait du coup faire difficilement mieux que cette 2e place au drapeau à damier. On le voit encore une fois, c'est vraiment dans ce type de week-end où le fait que derrière Ferrari et Mercedes manquent de régularité, qui se tirent un peu sur la gueule entre eux, vont profiter à Verstappen sur le reste de la saison, à condition naturellement qu'il parvienne à extraire de la performance, parce que je trouve qu'il a aussi fait un super week-end. En qualification, il a vraiment fait de très très bons tours, mais malheureusement c'était pas suffisant pour aller chercher la pole position, et en course pour aller se défendre, ne serait-ce que face à Norris. Il a même pas cherché à se défendre, on sait qu'il est capable de se défendre très salement. Petit flashback de l'Autriche, mais là dans ce genre de conditions, je pense qu'il avait compris que c'était même pas la peine d'essayer. Il restait trop de tours de course pour s'y amuser, et il se contente de la 2e place. Il est pragmatique. Il n'y avait pas mieux à aller chercher. On est inquiet du côté de chez Red Bull parce qu'on est arrivé semble-t-il, au plafond de développement, alors que McLaren, il semble qu'ils ont encore quelques jokers en main. On a essayé de donner à Checo Pérez une version différente du plancher de la voiture. Je crois qu'ils sont revenus sur le fond plat du début de saison pour donner un petit peu une comparaison et puis essayer des choses. On peut dire que par rapport à ce qu'on a vu cette saison, c'est un week-end relativement correct de Pérez, et j'ai même envie de dire que ça reflète peut-être dans un sens un peu négatif le niveau de la Red Bull. C'est-à-dire que je pense qu'on peut en espérer un petit peu mieux, parce que c'est Pérez qui nous a extrêmement déçus depuis maintenant très très longtemps dans cette Red Bull, mais que malgré tout il parvient à aller chercher la 6e place, et que c'est à peu près le strict minimum quand on a la 2,5e meilleure voiture, parce que les Ferrari avaient un excellent rythme de course, et on va parler de ça tout de suite. Simplement, voilà, je conclue avec Pérez en vous invitant à vous référer au Formule Blabla Teammate Duel Championship Generator 2000 by Straygun, en regardant un petit peu les diagrammes en boîte. En bas à gauche, regardez un petit peu la médiane, c'est ce petit trait qu'on a au milieu des deux boîtes qui semble plutôt performant, donc je pense qu'on peut dire que face à Verstappen, c'était pas trop mal. Oui, je mets beaucoup de pincettes, mais parce que on a tellement l'habitude de lui en mettre plein la gueule, parce que c'est catastrophique le reste du temps, que quand ça passe, je pense qu'il faut le mettre en avant. Allez, passons au Ferrari à présent. Charles Leclerc qui, je pense, était assez pragmatique, tout comme Carlos Sainz, lorsqu'ils se sont qualifiés 6e et 11e, ou 10e, je sais plus, même plus où était Sainz. Carlos, super départ, grandement aidé par du coup le rififi que j'ai mentionné au début du Grand Prix,
causé par les deux McLaren, il est passé en 5e place, 6e, et ensuite il a été dépassé Russell lorsque Russell s'est arrêté plus tôt. Pour Carlos, c'est un week-end qui a été difficile, puisque bon, comme tous les autres pilotes, il n'a pas roulé en essai libre 3, mais il a eu une essai libre 2 qui a été réduite à néant à cause d'un problème de fiabilité. Il a réussi quand même à pas mal s'en sortir, donc une très belle course de sa part. Je l'ai mentionné plus tôt, très belle lutte face à Pierre Gasly en piste, même si c'est de la Ferrari contre de l'Alpine. Sur ce tracé, on a vu que, bon, quand on a un pilote qui sait bien défendre comme ça, faut aller chercher la place, et je trouve que c'était viril, musclé, mais correct, donc c'était sympathique à voir, surtout avec ce plan en hélicoptère, je sais pas s'il vous a marqué comme moi, mais où on les voit se battre dans la ligne droite et ensuite se battre dans tout le premier secteur, virage Tarzan, ensuite le banking à gauche à 90 degrés, et ensuite la ligne droite qui remonte jusqu'à l'épingle, où on a eu tout ça en un seul plan séquence en hélicoptère. C'était vraiment génial à voir. Et puis ensuite pour aller chercher Pérez à la stratégie en fin de course. Donc très belle perf de son côté. Charles Leclerc, naturellement, ça a été un arrêt au 24e tour qui a été primordial, puisque ça lui a permis de prendre la position face à George Russell dans un premier temps, et lorsque McLaren a pris la décision de ne pas réagir avec Piastri, de le laisser en piste, et ça lui a permis justement de bénéficier de ces quelques tours avec des pneus plus frais pour prendre la position en piste. Et non seulement il a réussi à le dépasser, mais en plus à conserver ses pneus jusqu'à la fin sans perdre vraiment de performance, puisque je vous renvoie au résultat de la course. Il finit à 2 secondes 5 de Verstappen à peu près. Alors je sais pas exactement pourquoi il est aussi près, mais globalement, en moyenne, il était à 5 secondes de Verstappen, c'est-à-dire qu'entre le moment où Verstappen est sorti des stands, il y avait à peu près 4 secondes d'écart entre les deux, et lorsqu'on est arrivé sur la fin de course, Leclerc était maintenu à 5 secondes à peu près d'écart. Donc voilà, ça a montré qu'il y avait du bon rythme dans la Ferrari, ce que Ferrari était le premier surprise, qui peut être, j'ai envie de dire, inquiétant quand tu sais pas pourquoi ta voiture fonctionne, et que Red Bull a également mentionné du coup, et qui les a inquiétés également. Et là, chez Mercedes, après avoir fini premier et deuxième en piste au dernier Grand Prix, là on termine 7e et 8e avec une remontée de Lewis Hamilton, forcé du coup, comme je le disais, par une qualification difficile, et George Russell qui, après une sublime qualification, encore une fois, et un bon départ, a tout perdu parce que dès l'instant qu'il est sorti des stands, il n'arrivait simplement pas à trouver de la performance, et qui plus est, lorsqu'il s'est réarrêté au 54e tour pour mettre des pneus tendres, et là ça a complètement terminé de plomber sa course. Mais le truc, c'est que on était perdu parce que on n'avait simplement pas de performance. Il semblait se plaindre de son usure pneumatique, alors que apparemment Mercedes semblait être la voiture qui a usé le moins ses pneus ce dimanche. Donc c'est pas qu'une question d'usure pneumatique, je pense. Et c'est d'ailleurs assez amusant de se dire, après un Grand Prix de Spa-Francorchamps où il a été disqualifié justement parce que la voiture avait usé un petit peu trop ses pneumatiques, et que là il soit sur un week-end où c'est l'équipe qui les a le mieux préservés. Et voilà ce que j'ai à dire, parce que c'est Hamilton 8e, c'est le strict minimum, je pense, pour une Mercedes. Encore une fois, prenons en compte qu'il partait 11e, mais quand t'es la 4e force, 8e place, c'est le minimum de chez minimum que tu puisses attendre. Et très déçu dans le clan Russell. Et en parlant de quelque chose difficile à lire, là, on va inclure tout le peloton. On va commencer par les Alpines, puisque Pierre Gasly fait une superbe Q3 avec la 9e place au départ et la 9e place à l'arrivée, avec une bonne stratégie et une très très bonne gestion du peloton. Il y a eu notamment, il a été un des 4 investigateurs du quadruple dépassement sur Kevin Magnussen, et en plus de cela, en prime, il est allé chercher Alex Albon à l'extérieur au premier virage. Donc pour le coup, ça a vraiment été un moment marquant de son Grand Prix, et je le disais, j'ai énormément apprécié sa défense et sa lutte face à Carlos Sainz, c'est-à-dire qu'il a donné tout ce qu'il fallait pour rester devant, mais non plus sans bêtement se défendre trop, quitte à compromettre son rythme de course. Il ne l'a pas fait, donc vraiment une excellente course de sa part, et je l'ai dit il y a quelques jours en live, c'est un de ces circuits qui semble constamment ressortir le meilleur de Pierre Gasly, donc ça fait toujours plaisir à voir. Et pour parler de Esteban Ocon, il a été perdu
tout le week-end. Il n'a pas réussi à trouver du grip et complètement à la ramasse en qualification. On voit les temps. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire ça correctement cette semaine. Les temps que vous avez pour Ocon, c'est le temps de la Q1 et Gasly, c'est le temps de la Q3. Habituellement, on essaye toujours de mettre les temps de la même session, mais bon, manque de temps puisque Strigoun est parti en vacances. Voilà, je lui ai jamais autorisé de le faire, mais il l'a fait. On va régler ça en privé, soyez-en certains, mais croyez-moi qu'on va trancher dans le vif chez Formule Blabla. En tout cas, les rythmes de course parlent pour eux-mêmes. Ça a été difficile pour Ocon ce week-end. Et en plus de cela, il était vraiment pas content de la stratégie qui pourtant était la même appliquée par tout le monde. Fernando Alonso termine 10e, Lance Stroll 13e. On pourrait dire que c'est pas trop mal, considérant que depuis la Hongrie, ils sont de retour dans les points et qu'avant, ils étaient paumés. Mais quand ils se qualifient 7e et 8e et qu'ils se dégringolent en rythme de course, les deux, tant Stroll que Alonso, alors que justement, habituellement, Alonso, le rythme de course, il n'y a rien à dire. Et Stroll, justement, c'est justement en rythme de course qui tire le meilleur de ce qu'il peut faire. C'est très inquiétant. Surtout qu'encore une fois, on remonte il y a un an, le podium, c'était Verstappen, Alonso, Gasly, avec Alonso qui avait fait une de ses meilleures courses, avec Aston Martin qui était la deuxième voiture derrière Red Bull en termes de rythme de course sur la première moitié de saison. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se qualifier 7e et 8e, ils savaient qu'ils allaient prendre le podium, enfin ils avaient des chances de jouer le podium. Là, c'est l'inverse, ils ont reculé. Alors, il y a eu ce problème de départ où il a été gêné par les McLaren, mais bon, il s'est fait prendre par Gasly, il a réussi à le repasser le tour suivant, mais Gasly l'a repassé et l'a tracé. Quant à Stroll, ça a été quelques erreurs en course qui ont un peu compromis son temps global, et en plus de cela, il a pris 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Je crois qu'il a bloqué les freins et du coup il est rentré trop vite. On va continuer avec des trucs qu'on n'arrive pas trop à comprendre, c'est le rythme également des As, de Nico Hülkenberg, parce que Magnussen a dû partir de la voie des stands, et il nous a refait la même que l'an dernier, à peu près en début de course, si vous vous rappelez, il s'était mis dans le mur, en début de course, il avait rejoint la piste. Là, cette année, il a fait un tout droit en allant chercher Logan Sargent de mémoire, une Williams, et ce qui lui a fait perdre du temps. Pour lui, on a tenté une stratégie inversée avec un premier relais de 40 tours avec des pneus durs. Ça n'a pas servi à grand chose parce que, comme je l'ai dit, il y a eu toutes ces erreurs et dans tous les cas, quand tu pars du fond de grille, que le plateau est aussi compact, il n'y a pas grand chose à faire. Nico Hülkenberg partait du coup 12e et il y avait vraiment des points à prendre parce qu'il a eu un très bon premier relais. On notera qu'en plus ça commençait mal, il s'est mis dehors en essai libre 1 ou 2, je sais plus. Il s'est mis dans le mur, mais il a quand même réussi à avoir un bon Grand Prix, une bonne gestion du peloton, tout ça. Et on l'a arrêté très très tôt, 14e tour. Alors je me demande si chez As on n'avait pas envisagé de faire du 2 arrêts parce que c'était quelque chose discuté en amont du Grand Prix, mais que finalement quand on a vu que tout le monde partait sur du 1 arrêt, on est resté sur un arrêt et du coup il est resté trop longtemps avec des pneus durs et qui s'est fait bouffer par tout le monde en fin de course. Je sais pas vraiment, mais dans tous les cas, on continue chez As à être à peu près au niveau des points. C'est, j'ai envie de dire, médiocre quand on regarde objectivement le plateau, mais encore une fois, quand on regarde l'évolution par rapport à il y a un an, on continue d'être sur une bonne dynamique et c'est encourageant pour la suite. J'ai envie de le voir comme ça en tout cas. Je dirais à peu près la même chose pour Daniel Ricciardo. Il y a une bonne dynamique, c'est encourageant. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais il n'y a pas grand chose à faire non plus. C'est le peloton très serré, la RB pas suffisamment au niveau pour s'en rapprocher. Le fait est qu'en qualification, ça a été très compliqué. Il se prend une seconde par Tsunoda, mais c'est surtout qu'il n'a pas réussi à conclure un temps propre. En course, il a appliqué la stratégie classique qui a plutôt bénéficié en comparaison de Tsunoda, vers qui on s'est basculé sur du 2 arrêts. Honnêtement, là, regardez bien le Formule Blabla Teammate Dual Championship Generator 2000, parce que maintenant on a les stratégies en bas. Tout ça pour dire que, la stratégie à 2 arrêts, ça marche pas du tout sur le papier pour Tsunoda. Quand il s'arrête, quand il fait son dernier arrêt au moment où tout le monde fait son unique arrêt, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ça a été très très mal géré. Donc c'est dommage, parce que peut-être que pour Yuki, il y aura eu des points à jouer. Très bonne qualif de Alex Albon, on verra ce que ça donnera vraiment quand il aura une vraie référence en face de lui. Malheureusement, il a été disqualifié en qualification pour une bête infraction technique chez Williams. De toute façon, les infractions techniques, c'est très rarement des trucs très glorieux, ça se joue toujours à 1 ou 2 mm, mais bon, c'est la règle. Bonne course de Albon, encore une fois, on l'a mentionné, il y a eu une belle lutte face à Magnussen,
Magnussen, j'ai oublié de le mentionner, parce que Magnussen nous a fait, lors du fameux dépassement, le quadruple dépassement, quand il se fait manger par 4 pilotes. Là, j'ai envie de blâmer F1 TV, parce que c'est très difficile de retrouver les caméras embarquées en France, mais j'aurais bien aimé pouvoir revoir ça. Mais j'avais l'impression qu'il a eu une défense immonde sur Albon, juste avant que Albon le prenne par l'extérieur dans le banking. Ça n'a rendu que plus beau le dépassement de Albon sur Magnussen, et du coup de Gasly sur Albon, parce que ça a un peu compromis la vitesse d'Albon, et c'est pour ça que Albon a passé Magnussen, mais qu'après Gasly a pu aller s'infiltrer pour aller chercher Albon. Mais dans l'ensemble, voilà, ça a été une bonne course de sa part, belle gestion du trafic, et voilà, je pense que à défaut d'être satisfait des résultats, il peut s'amuser un minimum. Il a servi la patrie. Sargent Logan nous quittera après un nouveau week-end. Il est passé en vrai. Enfin, il est venu. Mais le soldat a rendu les armes en coûtant... Je pense que... Enfin, c'est ce qui se dit du moins. Williams était prêt à le tolérer jusqu'en fin d'année, mais là, il y avait trop de dégâts, apparemment. Trop de dégâts. Il avait peut-être un cap budgétaire pour les crashs, je sais pas, mais là c'était trop. Si au moins, comme Albon, hein, quand il casse des voitures, derrière il apportait les résultats, voilà, ce serait différent, mais là il y a vraiment rien. Et farewell, Logan Sargent, you will thoroughly be missed. Enfin, tu vas nous manquer. Et on va conclure avec les kicks qui sont venus. Une fois n'est pas coutume, je vais pas trop parler de la kick à Bottas. Non pas qu'elle ait été particulièrement intéressante à regarder ce week-end, tout comme la kick à Joe, puisqu'elles se sont toutes les deux arrêtées 2 fois avec... un rythme de course déplorable, des vitesses de pointe déplorables, une gestion pneumatique déplorable. Mais le truc marquant de ce week-end, c'est qu'on a vu la kick, j'allais dire du pilote russe, mais non, maintenant il est israélien, Robert Shwartzman, qui, le jour de l'anniversaire du 3e pilote, Théo Pourchaire, a été officialisé pour prendre part à la session d'essai libre 1 à la place de Bottas. Honnêtement, alors que cette place pour l'an prochain semble progressivement revenir à Bottas, ça reste à confirmer, ce serait très drôle que Bottas ne soit pas confirmé pour l'an prochain, que voilà, ils parviennent pas à trouver un accord. Et que Kick Sauber Audi se disent non, nous, on a des pilotes et on veut miser sur l'avenir. Et franchement, Robert Shwartzman, il est pas mal. Ce serait très drôle. Ce serait très drôle que Kick prenne Robert Shwartzman. Alors attention, Robert Shwartzman, je veux le voir en Formule 1 également. C'est un prodige, c'est un très bon pilote. Il a vraiment pas eu de bol parce qu'il a eu 2 très bonnes saisons en Formule 2 et c'est génial que Ferrari continue à s'occuper de lui avec un programme en endurance en ayant réussi à le placer ce week-end. On rappelle qu'en plus de ça, il continue à le faire rouler en Formule 1 à Fiorano de temps en temps. Donc c'est vraiment génial de revoir Shwartzman en Formule 1. S'il peut entrer dans les discussions pour le moment, c'est moi qui théorise parce que je n'ai rien du tout. Mais j'ai envie de théoriser là-dessus. Les gars, on se fait un peu kiffer, on est là pour ça. Ce serait très drôle, du coup, que, quitte à prendre un jeune pilote, ils se rabattent sur Robert Shwartzman plutôt que sur un pilote de leur propre académie. Ce serait dégueulasse, ça ferait chier, mais ce serait très drôle. Et moi, vous le savez, je suis tout pour le ridicule, parce que c'est tout ce qu'on a dans la vie pour rigoler. Merci à tous d'avoir été là pour m'écouter blablater pour ce debriefing du Grand Prix des Pays-Bas 2024. N'oubliez pas de laisser un pouce bien appuyé derrière votre manche quand vous faites des accords barrés à la guitare, sinon vous n'arriverez jamais à bien bloquer les cordes. Regardez, je vous fais une démonstration, corde à vide, corde barrée, et corde barrée en appuyant correctement avec le pouce. Voilà. C'est drôle ça.
Eh merde, j'ai oublié d'enlever la réduction de bruit, ça sonne dégueulasse. Allez, rien à faire, des bisous à tout le monde, bonne nuit. Amazing Grace, how great...